Il est temps d'écouter le temps fort de cette matinée, le baromètre du programmatique de l'Open Web. Et j'invite Arthur Millet et Max Legrand à nous rejoindre sur scène. Max Legrand de Greyfox Ads. Bonjour à tous les deux. Max, je représente Greyfox Ads, qui est la plus petite régie de France. Et du coup, pour combler les trous en trésorerie, on fait aussi des missions de conseil. Et donc, on a été missionné par Agence Digitale pour faire ce qui était historiquement le baromètre du programmatique et qu'on a renommé cette année baromètre de l'Open Web. Parce qu'on a eu le retour des groupes de travail que nos chiffres n'étaient pas forcément très cohérents avec ceux du marché. Et donc on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse quels sont nos chiffres, et nos chiffres correspondent vraiment à le cœur de l'Open Web pour le coup. Merci Max, tout à fait. C'est un point important, vous le savez, on a un périmètre qui est essentiellement issu des données de notre partenaire Atomic, en tout cas pour la partie display audio et vidéo. Ces données-là, c'est des données déjà sell-side, ce ne sont pas des données buy-side, et aujourd'hui très concentrées sur le display, un petit peu, sur la radio, on va dire à peu près 50% du marché, et sur la vidéo, en fait, que 10% du marché. Quand on sait le poids que représente aujourd'hui la vidéo dans les investissements totaux, en fait, notre périmètre est beaucoup plus restreint. Et quand on analyse notre périmètre restreint, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur des investissements qui correspondent à ceux des éditeurs traditionnels, non broadcasters, et évidemment hors plateforme, hors réseaux sociaux, hors search, ça s'entend. Voilà. Donc ça, c'est notre périmètre. Je le reprécise à chaque fois, et c'est bien pour ça qu'on a renommé baromètre programmatique de l'Open Web, pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Deuxième nouveauté aussi, vous l'avez certainement vu, dorénavant, ce baromètre que vous allez découvrir dans quelques instants, je vais monter la sauce, est entièrement et uniquement réservé aux membres d'Alliance Digitale. Voilà, ce n'est plus un document qu'on publie partout, voilà, en tant que membre, vous avez la grande chance de pouvoir vous procurer cette analyse. On analyse donc 3 choses sur le programmatique: le display, je voulais dire plateforme, vidéo in stream, donc hors SVOD, BVOD, AVOD, donc ça c'est la nomenclature qu'on a reprise qui est celle de l'observateur de l'ePub, pour que ce soit bien clair, pour qu'il n'y ait pas de comparaison possible avec les chiffres de l'observateur de l'ePub qui ont été publiés il y a 2 jours. L'audio, in-stream, web, streaming, podcast, et depuis maintenant, donc c'est la 2e version, le DOH, qu'on réalise, d'ailleurs je devrais peut-être revenir en arrière, avec nos partenaires plateformes SSP qui nous communiquent leurs chiffres, et que donc nous sommes tiers de confiance. On agrège les chiffres donc de Broadsign, Perion, View, Vistar Media, et on les remercie beaucoup. C'est important pour nous d'avoir une vision globale de tout ce qui est achetable en programmatique. Alors évidemment, le display pèse encore un poids extrêmement important, comme vous allez le voir déjà dans notre périmètre. Alors évidemment, on n'a pas le DOH dans ce périmètre-là, puisque c'est un déclaratif différent. Mais pour nous, il y a quand même un enjeu essentiel à ce que la vision du programmatique et de l'achat programmatique ne soit pas que vue à travers le display. Il y a d'autres leviers, évidemment la vidéo, tout le monde le sait, mais il y a aussi l'audio, et vous verrez que on est plutôt sur des belles croissances et une belle dynamique. Et il y a aussi le DOH qui sont aujourd'hui achetables en programmatique, et qui connaissent le DOH, qui connaît aussi une belle croissance. Mais maintenant, je vais laisser la place à Max, et tu vas nous dérouler ça. Tu veux la petite zapette ? Ouais. À toi. Donc on va commencer par le display, puisque comme l'a montré Arthur, c'est 70% des investissements, donc c'est vraiment le cœur de l'Open Web. Donc là, on a des chiffres qui sont assez proches de ceux qui ont été annoncés par l'observateur de l'ePub mardi. Donc on est sur une décroissance de quasi 10%, avec des CPM qui baissent et des impressions qui baissent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé un peu l'historique sur les 5 dernières années. Donc c'est pas une baisse de juste une année, mais c'est plutôt une tendance de fond, où on se rend compte que grosso modo, on perd 30 points entre 2021 et 2025. Donc là, on a repris les chiffres de l'observateur de l'ePub pour montrer où est-ce qu'on se situait. Donc grosso modo, vous voyez que le moins 8% qui est annoncé par l'observateur de l'ePub, ça correspond plus ou moins au moins 9,9% que nous on annonce. Donc on est majoritairement sur la dernière catégorie, et donc c'est celle qu'on va essayer de deep diver pour essayer de comprendre quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de redresser un peu la barre.
Donc là, on a repris la slide d'avant où on regarde les chiffres sur les 5 dernières années. On a fait une projection en mode, si rien ne change, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on se rend compte que dans 5 ans, si rien ne change et qu'on garde les mêmes taux de décroissance, grosso modo, l'open web aura été divisé par 2 entre 2021 et 2030. Donc, il y a vraiment, grosso modo, c'est le moment où on peut encore faire quelque chose et ce serait intéressant d'essayer de faire quelque chose. Là, on a juste regardé la saisonnalité pour voir s'il y avait un décrochage particulier, mais en fait, on se rend compte que non, c'est un peu tous les mois qui ont baissé, donc il n'y a pas de décrochage. Enfin, à part la fin d'année où le décembre est assez impressionnant en termes de drop, mais sinon, c'est une baisse qui est sur toute l'année. Cette slide, elle paraît un peu ennuyeuse parce que c'est comment se répartissent les modes d'achat, mais en fait, elle est essentielle pour comprendre qu'est-ce qui s'achète exactement sur l'open web. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que grosso modo, d'année en année, 80% des investissements qui sont faits sur le display sont faits via l'open auction. Et donc ça, c'est ultra important parce que ça veut dire que grosso modo, quand la supply elle est disponible en abondance, comme c'est le cas sur le display, puisque le display c'est 90% des bid requests de l'open web, grosso modo, les traders, ils préfèrent l'open. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va construire des offres côté éditeur qui ne sont pas compatibles avec l'open, et on passe à côté de tous ces investissements-là. Donc très important pour la suite, pour les recommandations. Donc là, on a juste regardé par verticale d'éditeur comment est-ce que se décomposaient les revenus et quelles étaient les tendances entre les quatre grands groupes. Donc on se rend compte que c'est toujours les services et news media qui sont quand même les catégories les mieux représentées. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que c'est la catégorie lifestyle qui baisse le plus fortement cette année, qui est majoritaire d'ailleurs dans le moins 9,9 puisque c'est moins 33% sur le lifestyle. Oups, pardon, je me suis trompé de bouton. Chop. Deuxième truc qui est intéressant, vous voulez regarder comment est-ce que se décomposaient les investissements entre les différents environnements. Donc à la fois device, mais au sein du mobile, en fait, il y a deux types d'environnements qui sont très différents. Donc d'un côté le M-Web et de l'autre côté l'app, sur lequel vous n'avez pas les mêmes tracking, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc déjà, le premier enseignement qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que les éditeurs sont quand même très mobile first, parce que quasiment 70% des investissements des éditeurs, à date, c'est du mobile. Et le deuxième truc qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que sur l'app, ça baisse 2 fois moins vite que sur le reste de l'open web. Du coup, après, on a regardé les investissements par format, et du coup, on a divisé entre desktop et mobile, parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes perfs qu'on va avoir en fonction des devices par format. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que sur mobile, spécifiquement, il y a deux formats qui résistent plutôt bien à la baisse. Le premier, c'est l'interciel mobile, qui est quasiment stable à uniquement moins 2%. Et le deuxième, c'est le native ads. Les deux trucs que ces formats ont en commun, c'est que c'est des formats qui sont beaucoup utilisés pour la génération de trafic, et on verra que c'est lié au type d'annonceur qui investit encore massivement en programmatique. Là, on a voulu regarder par navigateur pour voir s'il y avait des différences entre les deux gros navigateurs principaux, Chrome et Safari. On se rend compte qu'il y a pas, ça baisse dans les mêmes proportions, et Chrome reste quand même l'écrasante majorité des investissements générés sur l'open web, sur mobile. Et du coup, ça pose une question quand même, parce que donc à date, si on prend les chiffres d'Alliance Digitale, on se rend compte que Safari, ça ne pèse que 11% des investissements des éditeurs, alors que quand on regarde les stats type SimilarWeb ou les gens qui étudient comment se décompose le trafic par navigateur, on se rend compte que Safari, sur le marché français, ça pèse 27% des sessions. Donc il y a quand même un gros écart entre l'inventaire qui est disponible chez les éditeurs versus ce qu'ils arrivent à monétiser sur Safari. Bon, vous connaissez l'histoire, cookieless, il n'y a pas de cookies, ça complique le ciblage, etc. Mais du coup, il y a un vrai sujet parce qu'il y a un vrai manque à gagner très important pour les éditeurs sur ce terrain-là. On passe sur le desktop. Donc le desktop, quasiment tous les formats sont sur des baisses à 2 chiffres, à l'exception de l'habillage. Et l'habillage, c'est intéressant parce que c'est un format qui permet à la fois de générer du trafic et qui permet aussi de générer de l'attention, puisque tu as un screen share qui est assez important sur le site, donc qui peut expliquer pourquoi ce format-là baisse drastiquement moins que les autres. On a regardé pareil par navigateur, et là on se rend compte que ça baisse partout, mais ça baisse quand même 2 fois plus vite sur les navigateurs cookieless, donc Safari, Firefox. Ensuite, on a voulu regarder quelles étaient les verticales d'annonceurs qui investissaient encore sur l'open web et comment est-ce que ça se décomposait. Et on se rend compte que sur l'année dernière, c'est très massivement le retail qui a vraiment drivé à lui tout seul 30% de tous les investissements sur les éditeurs. Et donc, quand on regarde le top annonceur, on n'est pas très étonné. Donc, on voit Temu, Amazon, Intermarché, Carrefour. Enfin, c'est très drivé par le retail pour le coup. Juste petite précision, Temu, pour ceux qui suivent l'Observatoire de l'ePub, ça fait maintenant bien la 4e édition où Temu est toujours premier annonceur en programmatique sur le display.
On a voulu regarder par vertical d'éditeur pour voir s'il y avait des différences, et en fait pas trop. On se rend compte que les mêmes catégories d'annonceurs sont présentées à peu près dans les mêmes proportions sur les différents types d'éditeurs. Tu veux que je te remplace ou... Comme tu veux. Allez, on va alterner. Non, vas-y, fais la vidéo, je ferai l'audio. Okay. Oui. Donc on continue avec la vidéo qui est le deuxième levier du digital et qui pèse quand même de mémoire pas plus de 20%. Donc là pareil, baisse importante, moins 15% des investissements, baisse des CPM. Donc on rappelle qu'on est sur le périmètre vraiment des sites des éditeurs et que ça prend pas en compte tout ce qui est AVOD, BVOD, SVOD, ce qui explique les décalages avec les chiffres de l'Observatoire de l'ePub. Là, on a une tendance qui est un peu différente par rapport à ce qu'on avait sur le display. Donc, on se rend compte que on était plutôt sur une hausse ces dernières années et que là, par contre, il y a eu un drop assez important entre 2024 et 2025. On a voulu regarder par catégorie d'éditeurs pour voir comment est-ce que ça se répartissait et on retrouve un peu les mêmes chiffres que ce qu'on avait sur le display. Ensuite, les modes d'achat, on a regardé parce que c'est assez intéressant. En fait, il y a une catégorie qui est un peu seule dans son coin, qui est l'entertainment, qui est très massivement drivé par les deals. Pourquoi ? Parce que je suppose qu'à l'intérieur de cette catégorie, il y a certains gros éditeurs qui font du replay, et donc forcément, le replay, ça s'achète plutôt en deal, donc c'est eux qui vont gonfler cette catégorie-là. Ce qui n'est pas le cas des autres verticales d'éditeurs, et donc c'est la raison pour laquelle l'open auction est toujours dominant à 49% des investissements. Donc pareil, on retrouve les mêmes verticales d'annonceurs, mais la différence est moins forte que sur le display. Le retail est toujours premier, mais avec une moins grosse avance sur les autres catégories. L'auto est devant, alors que c'était plutôt le travel sur le display. Et je passe la main à Arthur pour l'audio. Ouais, je peux t'en placer un peu quand même. Donc sur l'audio, moi je vais faire... Alors, vous avez bien compris, Max fait les mauvaises nouvelles, moi je fais les bonnes nouvelles. Voilà. Sur l'audio, c'est donc une bonne nouvelle. Hein. Donc le secteur de l'audio digital est toujours en croissance avec des investissements à plus 16%. Un CPM qui baisse légèrement, mais c'est aussi lié au nombre d'impressions qui augmente. Donc il y a de plus en plus d'inventaires disponibles en programmatique, en audio digital. Je rappelle que l'audio digital, c'est du streaming au même niveau que la vidéo. Donc c'est le même format. Voilà, donc on a regardé un peu la courbe et à l'inverse des autres courbes que vous avez vues sur le display, depuis 2022, c'est vraiment un format qui est en forte croissance, même si on peut se poser la question du ralentissement, mais voilà, c'est parce qu'on atteint peut-être un plateau, ça on va voir l'année prochaine. Sur l'année, donc il n'y a pas de rupture particulière, c'est vraiment une augmentation constante, donc il y a une forte dynamique, il y a eu une forte dynamique tout au long de l'année. Les deux catégories qui en profitent le plus, c'est un peu logique, vous vous en doutez, c'est les sites de news média et dedans vous avez essentiellement beaucoup de sites de radio, d'information et toutes les radios musicales à côté. Donc là, pas de surprise majeure. Par contre, à l'inverse de ce qu'on a vu sur le display, qui est très mobile aussi, mais très concentré sur le web mobile, l'audio, c'est à 81% de l'app. Donc c'est intéressant parce que c'est des environnements qui sont un petit peu différents. Les ventes se font essentiellement en private auction. L'open progresse très légèrement, mais très 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 faible quand même. Donc c'est vraiment on est encore dans une logique très deal et il n'y a pas encore d'ouverture des inventaires sur l'open. Ça pourrait changer parce que encore une fois il y a beaucoup d'inventaires audio qui sont en train d'arriver sur le marché et donc à un moment donné l'open sera peut-être une bonne manière de les monétiser. Ce sera à suivre. Alors là aussi le retail est toujours très présent. Mais on va trouver d'autres secteurs comme l'automobile, comme l'énergie, comme la finance. Bon, évidemment, on est sur de l'audio digital. À peu près 50% des inventaires viennent des radios traditionnelles. Donc, on a une continuité entre le type d'annonceurs qu'on va trouver en radio, qui, je rappelle, est un média très utilisé pour faire de la promotion pour beaucoup de secteurs, dont l'automobile. Et donc, on va avoir cette continuité qui va se retrouver sur l'audio digital, donc c'est plutôt logique. Donc on a une structuration aujourd'hui d'annonceurs qui est plutôt très similaire à celle qu'on va trouver sur la radio. Je continue, c'est les bonnes nouvelles, donc ouais.
Le DOH, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc encore une fois, merci à Broadsign, Perion, View et Vister Media. Là aussi, des bonnes nouvelles. Donc on a une très forte augmentation des investissements, donc une très très bonne dynamique. Des CPM qui baissent, mais là aussi certainement lié à un volume d'impression programmatique DOH. On parle bien du programmatique DOH, en forte augmentation. Donc on a une très comme l'audio, on retrouve un peu les mêmes choses, une super dynamique tout au long de l'année, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Petit point d'attention, les CPM baissent quand même depuis 2 ans maintenant, donc bon, peut-être qu'il y aura certainement un plateau là aussi qui se trouvera où on continuera à baisser, on verra ça dans les prochains, mais il y a quand même une petite attention à avoir. Et puis, quand on rentre un petit peu dans le détail et qu'on regarde les différents environnements, alors pour ceux qui ne sont pas familiers, un transit, c'est tous les panneaux que vous avez dans les gares et dans les métros. Retail, vous en doutez, c'est tout ce que vous avez dans les magasins. Outdoor, c'est dans la rue. Voilà. Et Health and Beauty, ce sont dans les magasins Health and Beauty. Alors, Transit continue de progresser fortement, Retail aussi, l'Outdoor aussi, Health and Beauty explose, mais vous allez voir que quand on regarde le poids, évidemment le Health and Beauty a beaucoup progressé, mais représente un tout petit peu des investissements. Ce qui représente la plus grosse part aujourd'hui des investissements, c'est le transit, donc c'est les panneaux que vous allez trouver dans les gares et les métros. Le retail garde une belle position et l'outdoor, comme vous voyez aussi. Donc ces trois-là, donc outdoor, retail et transit, pèsent pratiquement 95%, c'est ça, je crois, un peu plus, des investissements en programmatique DOH. Là aussi, on retrouve quelque chose d'assez similaire. Vous voyez, on a vraiment deux marchés, paradoxalement. Le display qui est en open, voilà. Et puis là, on est plutôt sur des logiques de private marketplace, exactement comme l'audio. Donc l'audio et le DOH, il y a vraiment des fortes similarités en termes de mode d'achat. Alors, je précise, cette slide est importante. Il y a pas, les verticales ne sont pas standardisées encore. Peut-être que c'est des choses à faire au niveau des différents SSP. Et donc, voilà. Donc, on a refait des petits regroupements pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. L'information que vous avez à retenir ici, c'est que le secteur qui, cette année, a le plus progressé en investissement en programmatique DOH, c'est le retail, qui est passé de 8% l'année dernière à pratiquement 13%, et donc qui a fait, du coup, légèrement baisser la grosse catégorie finance, télécom, santé. On est désolé, c'est difficile d'aller plus loin, mais par contre, vous voyez que en même temps, le travel a lui aussi légèrement augmenté. Voilà, je pense qu'on a terminé sur les différents chiffres. Et maintenant, on va passer dans une partie, comme je vous ai dit, un peu plus qualitative, une partie un peu d'analyse. Donc, une analyse qui va se faire en 2 temps, que Max va vous présenter. Première analyse, on va revenir un petit peu sur les problématiques qui ont été évoquées à la fois par Omai et Émeric, sur justement toute cette chaîne très complexe qu'il y a sur le programmatique. On a essayé d'en tirer un peu des conclusions et de voir quels étaient les problèmes. Et puis, Max fera quelques recommandations à la fin qui permettront peut-être à la table de ronde qui suivra ensuite de pouvoir juger si ces recommandations sont intéressantes ou pas. Max, je te repasse la parole. Je te reprends la zapette. La zapette, oui. Alors excuse-moi. Ceci a été possible et on en les remercie grâce à Advisor et Pubstack qui nous ont fourni leurs données. Et je ne sais pas si vous êtes dans la salle, je ne les ai pas tous vus, mais en tout cas merci beaucoup parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible de faire cette analyse. Donc là, on est dans la partie analyse et effectivement, on voulait comprendre un peu pourquoi est-ce que les investissements baissent sur l'open web. Et ce qui ressort quand on échange beaucoup avec les traders, c'est qu'ils nous disent les annonceurs, ils sont un peu fatigués, ils en ont marre de l'expérience qu'ils ont pu avoir sur les différentes campagnes qu'ils ont pu mettre en place. Le truc de l'open web, c'est que en fait, il faut pas oublier que les éditeurs sont aussi concurrents entre eux.
il y a plusieurs stratégies chez les éditeurs. Il va y avoir des éditeurs qui ont des business models alternatifs, donc qui reposent pas complètement sur la pub. Donc par exemple, les sites de news qui vont vendre des abonnements, les sites de petites annonces qui vont vendre des services pour les professionnels. Et qui, eux, sont pas prêts à tout type de stratégie parce qu'il faut quand même garder un lien avec l'audience, etc. Et à côté de ça, on a d'autres éditeurs dans les gros sites qui, eux, ont une stratégie qui est 100% axée sur la pub et qui, du coup, si les investissements baissent sur l'open web, eux, ils n'ont pas d'autre choix que de trouver des moyens pour faire plus d'argent sur les investissements des DSP. Donc, on a voulu faire une étude pour essayer de comprendre, ok, mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur c'est quoi l'impact des stratégies des éditeurs sur les investissements ? Parce que le guess de base, c'est qu'on aurait pu se dire, en fait, plus un site est gros, et plus il fait d'argent via la publicité. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. L'argent est plutôt corrélé à la capacité des sites à inonder les DSP de bid requests, et donc à multiplier les appels et les inventaires. Donc en fait, on s'est dit, pour avoir cette info-là, ce qu'il nous faudrait, c'est d'un côté, sur le top 500 des sites français, récupérer tous les volumes de bid requests par site. Ce qui est assez facile à faire via les planeurs DSP. Il y a beaucoup de DSP qui te permettent, quand tu veux faire des campagnes, te projeter, de te donner les volumes de bid requests qui sont émis après throttling, donc très intéressant. La deuxième info qu'on a été récupérée, c'est ok, maintenant qu'on a les bid requests, il faudrait qu'on ait les infos de trafic. Donc ça, c'est plus compliqué à avoir parce que c'est pas transparent, c'est pas disponible en open, etc. Par contre, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans et qui te permettent d'avoir l'info. Donc on est passé par SimilarWeb, qui est vraiment la boîte la plus reconnue sur le marché et qui te donne les infos sur le nombre de sessions par site, le nombre de pages vues, limité sur le trafic français, parce que tu peux avoir des sites typiquement Yahoo, Dailymotion qui sont internationaux. Donc si tu prends pas en compte ce truc-là, tu te retrouves avec des volumes complètement délirants. Donc, sur le top 500 des sites français, on a récupéré tous les volumes de bid request par site. On a récupéré tous les volumes de trafic par site. Ça nous a permis de calculer du coup pour chaque site le nombre de bid requests moyens par page. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui va sur une page, combien il y a objectivement de bid requests qui sont émises. Donc pour info, le nombre moyen en France c'est 17. Donc à chaque fois qu'il y a une page qui est vue, il y a en moyenne 17 bid requests qui sont envoyés, qui arrivent jusqu'au DSP. Selon les stratégies des éditeurs, ça peut parfois monter à plus de 100, donc 5 fois la moyenne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, donc sur le top 500 des sites, on a fait 25% des sites qui avaient un ratio très agressif, 25% des sites qui avaient un ratio assez agressif, 25% des sites qui avaient le ratio épuré, et enfin on a pris les 25% des sites qui avaient les ratios très épurés. Donc stratégie où on essaie de protéger les... Est-ce que tu peux préciser juste qu'il y a une stratégie agressive ? Alors, une stratégie la différence agressive, entre agressive, assez épurée, très épurée. Une stratégie agressive, grosso modo, c'est on va mettre beaucoup d'emplacements publicitaires sur chaque page, on va mettre beaucoup d'auto-refresh, beaucoup d'ad-rotation pour multiplier le volume d'emplacements disponibles et 2, le volume de bid requests. On va mettre plein de bidders, ce qui rejoignait un peu l'étude de Mine tout à l'heure qui disait en fait, tu as des sites qui ont beaucoup de bidders. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a envoyé la liste des sites avec le groupe à PubStack Advisor et on l'a dit, est-ce que pour chaque groupe, vous pouvez juste nous retourner pour pas qu'on ait les infos par site, mais juste par groupe, les investissements de chaque catégorie. Et donc, c'est exactement ce graphique. Donc, sur ce graphique, en bleu-violet, vous voyez les investissements. Et en orange, vous voyez le total page vue. Donc, en toute logique, si les investissements étaient proportionnels au trafic, vous devriez avoir à peu près les mêmes courbes. Ce n'est pas le cas. En fait, les investissements, ils sont plutôt proportionnels à la capacité des sites à bourriner de bid request. Et donc, c'est ce qu'on voit en fait. Plus un site va avoir une stratégie qui est épurée, et en fait, statistiquement, moins il va récupérer de parts de marché, versus les petits sites qui, eux, ont plutôt intérêt à bourriner pour récupérer des parts de marché beaucoup plus importantes. Donc, typiquement, le groupe A fait à peu près 5% de toutes les sessions sur le périmètre étudié, et par contre ils arrivent à récupérer quasiment 13% de la valeur. Donc assez intéressant. Du coup, le deuxième truc qui nous intéressait, c'était mais du coup c'est quoi l'impact des stratégies sur les revenus par page qu'on est capable de générer. Et donc en fait là on voit qu'il y a un écart qui est assez important entre les groupes qui ont des stratégies très épurées, qui finalement vont pas très bien monétiser chaque page à leur juste valeur, versus les sites qui ont des stratégies soit assez agressives, soit très agressives, qui font quasiment x5 versus la stratégie très épurée. Le deuxième enseignement, c'est qu'en fait, il y a quand même un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de différence en fait entre les stratégies assez agressives et très agressives. Donc c'est pas en ajoutant x20 d'emplacement publicitaire que vous allez forcément faire x20 en investissement.
Donc ça, c'est le premier point, et ça décrit un peu ce qui s'est passé sur l'open web depuis pas mal d'années. Et donc là, on a mis un exemple de un des sites du top 500. On a anonymisé le screenshot parce qu'on n'est pas là pour faire le shame, mais c'est juste pour vous donner un exemple de c'est quoi une stratégie agressive. C'est grosso modo, vous allez sur un site et vous avez 4 pubs en même temps, dont 3 qui sont sticky et qui vont vous suivre partout, donc pas terrible en termes d'expérience Il utilisateur. faut rappeler que 80% des investissements en programmatique sur l'open sont sur le mobile. Donc c'est ça qu'il faut regarder, hein, parce que parfois il y a des sites sur le desktop, ça va. Vous arrivez sur le mobile, ça va moins bien. Et donc en fait, le problème de ce genre de pratique, c'est que les éditeurs qui ont des stratégies épurées, en fait, au bout d'un certain temps, ils se sont un peu retrouvés pris à la gorge, parce que tu te rends compte que si toi-même tu fais pas un pas dans ce sens-là, en fait, tu vas prendre de moins en moins de parts de marché et du coup tu perds de l'argent. Donc ils n'ont pas pu être aussi hardcore que ce que font les sites qui ont des stratégies très agressives, mais tu te rends compte quand même que depuis quelques années, même sur les sites très quali, il y a un peu plus d'emplacements, il y a un peu plus de bidders qui sont connectés, etc. Et donc en fait, ça contribue quand même grosso modo à créer une fatigue des annonceurs vers l'open web. Et des annonceurs et des utilisateurs d'ailleurs, parce que du coup, plus tu mets des bannières et plus tes utilisateurs, ils sont pas forcément très heureux d'avoir beaucoup de pubs dans tous les sens. L'autre point, c'est que comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? En fait, c'est pas si simple parce que côté achat, par exemple, on pourrait se dire les bailleurs, ils pourraient très bien auditer leurs achats pour vérifier attends, qu'est-ce que j'ai acheté l'année dernière, etc. Sauf qu'en fait, la plupart des gros DSP, à quelques exceptions près, ils te donnent pas forcément le niveau le plus granulaire qui est le placement ID dans la UI. Donc en fait, les traders, ils peuvent pas vraiment auditer ce qu'ils achètent vraiment. À quelques exceptions près, typiquement Xander qui lui donnait les placement ID. Donc même pour un trader qui voudrait auditer vraiment ce qu'il achète exactement, en fait il est obligé de passer par les API et tout, donc c'est pas très fluide comme truc. Le deuxième point, c'est que normalement des KPI comme l'attention, ils sont censés répondre à ce genre de pratique. Le problème, c'est que vous savez, la visibilité par exemple, il a fallu 10 ans pour que le KPI il soit vraiment mis sur toutes les campagnes, etc. Donc ça a quand même pris du temps. L'attention, c'est un KPI qui est quand même relativement récent, donc qui est en train de prendre de l'importance, mais pas assez vite par rapport à la dégradation du marché. Donc après, le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, c'est vraiment des recommandations pour essayer de mettre des propositions sur la table pour essayer de redynamiser un petit peu. C'est les recommandations de Grégory Fox. C'est ça. C'est les recommandations de Max. Ouais, exactement. Sélectionnées et validées par Arthur, je précise. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est qu'on dit ouais, l'open web ça baisse, on veut plus entendre parler. Enfin, les acheteurs, certains, pas tous, mais oui, bon, moi l'open web, vous êtes gentil, mais vous êtes tout petit, etc. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'open web, il a quand même deux grosses forces, au même titre que les plateformes d'ailleurs. C'est que déjà, quand on prend ensemble tous les sites qui sont connectés dans l'open web, ça représente rien que le top 500 sur SimilarWeb, c'est plus de 11 milliards de pages vues tous les mois. Donc il y a quand même un potentiel d'adressabilité des users qui est assez important. Et le deuxième gros point, c'est que comme les plateformes, en fait, tous ces inventaires, ils sont disponibles dans les tuyaux programmatiques. Donc en fait, au même titre qu'un acheteur qui se connecte dans Meta Ads, pour acheter ses ads, il a une seule plateforme, tu te connectes dans un DSP, boum, tu as accès à tout l'inventaire. Donc ça, c'est une force versus les plateformes. Par contre, il y a des faiblesses versus les plateformes qui, elles, prennent toutes les parts de marché. La première faiblesse, à mon sens, c'est que quand un annonceur ait choisi sa régie pour faire ses campagnes publicitaires, il va vraiment se décider selon deux grands critères. C'est quelle est la capacité de la régie à bien délivrer mon message, donc grosso modo le format que tu proposes à l'annonceur, et ensuite quelle est la capacité de la régie à toucher l'audience qui m'intéresse, donc le ciblage. Sur le format, objectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les formats qui ont le vent en poupe quand on regarde les investissements de l'observatoire de l'ePub, c'est CTV, donc format full screen, et c'est les formats intégrés des plateformes. Donc c'est par exemple, je suis sur Google pour rechercher un lien, boum, Google me propose un lien sponsorisé. Je suis sur Amazon pour chercher un produit, Amazon me propose un sponsor product. Je suis sur LinkedIn pour regarder ce qui se passe dans mon fil d'actu, boum, page post. Versus, comme on l'a vu tout à l'heure, les investissements de l'open web qui sont toujours et depuis des années très 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 concentrés sur les bannières IAB. Traditionnel. Traditionnel, IAB dans ce cas-là. Je sais que t'aimes pas trop ce terme. Bannières IAB traditionnelles qui n'ont pas évolué depuis les années 90 et qui, en termes de taux d'engagement, expérience de marque et tout, sont quand même pas au niveau des formats intégrés ou full screen que proposent les plateformes. Ensuite, le deuxième point, c'était la capacité à bien toucher les audiences. Et en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, pour rappel, 80% des investissements du display, c'est de l'open auction. Or, si vous voulez activer la data des éditeurs, en fait, elle n'est pas disponible en open. Vous êtes obligé de faire un deal avec l'éditeur
soit via son SSP, soit potentiellement via un curator si lui-même a un curator. Mais en fait, du coup, c'est pas du tout le même process. C'est beaucoup plus de friction pour un acheteur. Il doit appeler la régie, l'activer, etc. Donc, c'est pas du tout le même scale et la même facilité d'aller toucher l'audience. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on repense les formats. Donc, quand on regarde les informations du baromètre, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on se rend compte que les formats qui résistent le mieux, on l'a dit tout à l'heure, interstitiel mobile, très bon taux d'attention, plutôt bon en génération de trafic, native ads, très bon en génération de trafic, habillage, très bon en attention, très bon en génération de trafic, les formats qui soufflent le plus, bannière IAB, et le mode d'achat, 80% display open auction. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut-il peut-être s'inspirer de la CTV et du social, parce que le social, c'est aussi du full screen. Quand vous êtes sur Insta et qu'on vous propose les stories, vous êtes en full screen. Donc le full screen, ça fait vraiment, pour moi, c'est vraiment le format qui ferait le plus sens pour les éditeurs. Donc ça veut dire changer le contrat de lecture, c'est-à-dire plutôt que l'utilisateur arrive sur le site de l'éditeur et reçoive X bannières publicitaires dans son article, on pourrait peut-être changer le contrat de lecture en disant en fait, tu vas avoir un interstitiel de 5 secondes. Et une fois que tu as passé cet interstitiel de 5 secondes, tu accèdes à ton article et il n'y a pas de pub. Ça pourrait être Donc l'avantage, c'est que si tu fais ça, ça dégrade pas l'expérience avec l'utilisateur, parce que du coup, c'est un compromis qui est viable. Et surtout pour les marques, tu rends le produit beaucoup plus attractif, quoi. Le deuxième truc qui pourrait être intéressant, c'est les exclus pages, qui sont très très sollicités par exemple par les annonceurs du luxe, donc ils l'achètent principalement en gré à gré, et qui est pas du tout disponible aujourd'hui en programmatique, parce que le protocole OpenRTB n'a pas été pensé pour ça. Mais en vrai de vrai, ça devrait pas être si compliqué de pouvoir faire une exclu page. Tu pourrais faire un système d'orchestration dans l'ad server en programmatique où tu dis en fait j'envoie d'abord une bid request globale sur une exclu page et ça pourrait permettre de faire venir beaucoup plus d'annonceurs dans l'écosystème programmatique. D'annonceurs du luxe qui aujourd'hui n'achètent pas du tout en programmatique sur le système. Le Native Ads, c'est un format, on l'a vu, qui génère pas mal de trafic. Le Native Ads in-feed qui est le plus quali et qui est plus trop utilisé sur les sites et qui pourrait pourtant permettre de générer des investissements. Et enfin, le dernier point, c'est sur la vidéo. Il y a quand même un sujet de fond parce qu'on voit que les investissements vidéo augmentent partout, sauf sur l'open web. Et en fait, il y a quand même un sujet avec les vidéos sur l'open web, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elles sont un peu en compétition avec les vidéos des plateformes. C'est-à-dire que quand vous regardez les formats vidéo qui sont achetés en termes de durée de secondes, vous êtes très souvent sur du 10 secondes, du 20 secondes, du 30 secondes. Et le problème, c'est que quand un annonceur il achète du 20 secondes, du 30 secondes, ça veut dire que souvent il a utilisé son spot télé, que son spot télé est là pour raconter une histoire, son spot télé il l'a payé très cher, et donc si tu lui vends la vidéo sans le son, c'est pas terrible en termes d'expérience de marque. Donc en fait, il y a deux sujets, c'est soit on continue pareil, mais à un moment donné il faudra peut-être activer le son. Mais alors du coup là il y a un vrai sujet sur le contrat de lecture avec l'utilisateur. Soit on s'inspire du social et on dit en fait on arrête de se mettre sur ce type de format là. Nous on va plutôt essayer de vendre des formats vidéo courts comme le social qui nécessitent pas forcément le son parce que sur Meta t'as pas forcément le son qui est activé par défaut. Et donc ça pourrait être une alternative intéressante pour les éditeurs. Donc là, oui, c'était sur le sujet des ads TXT, du reselling, etc. Ce qui est un peu dommage, c'est que, comme l'a montré Mindmedia tout à l'heure, donc on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de resellers qui sont branchés dans la chaîne. Typiquement, si on prend l'exemple de Le Monde, c'est un exemple qui est très parlant. Parce que objectivement, c'est un des éditeurs qui a les meilleures notes d'optimisation des ads TXT. Donc c'est-à-dire que c'est ceux qui font le plus d'efforts, qui ont un des fichiers les plus clean. Ils ont une note de 8,4 sur 10 sur Sellers Guide. Et pourtant, même quand on va sur le site du Monde, on se rend compte qu'il y a certains exchanges qui sont branchés 15 fois, 16 fois, etc. Donc en fait, il y a un vrai sujet sur le repeat. Et le problème, c'est que très souvent, en fait, les sièges des resellers sont branchés exactement sur les mêmes inventaires que les sièges des éditeurs. Et du coup, peut-être que les éditeurs auraient intérêt à mieux orchestrer leurs sièges pour dire, en fait, certaines bid requests sont beaucoup plus qualitatives. Donc, c'est quoi les bid requests qui sont réellement qualitatives? C'est, est-ce que l'IP est française? Est-ce qu'il y a un cookie ID? Est-ce que j'ai un bon taux de visibilité, etc. Et en fait, ils pourraient mettre en place un système d'orchestration en disant, en fait, sur les bid requests les plus qualitatives, j'appelle d'abord mes sièges en direct pour essayer de la vendre sans frais d'intermédiation, etc. Et ensuite, mes resellers, ils doivent me servir à apporter de la valeur ajoutée là où je galère à vendre, etc. Donc ça pourrait être un système qui aujourd'hui n'est pas très mis en place et qui pourrait être intéressant. Ouais, j'accélère.
Le sujet des cookies-less, on en a parlé tout à l'heure, donc ultra intéressant. Donc on se rend compte quoi que les éditeurs, ils sont très mobiles. Sur mobile, il y a toujours 27% de part de marché, c'est Safari, et pourtant on n'arrive pas à vendre Safari. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cookies. Pourtant, c'est assez dommage parce qu'en fait, ça fait des années qu'on parle de cookies-less. Aujourd'hui, il y a plein de solutions techniques qui existent. Il y a une étude de Mediasquare qui a été faite il y a quelques années où il disait, en fait, à date, on voit déjà 50% des bid requests qui ont un identifiant alternatif. Donc on se dit, mais attends, s'il y a 50% des bid requests qui ont un identifiant alternatif, pourquoi j'arrive pas à vendre mon Safari ? En fait, c'est parce que pour qu'un identifiant alternatif fonctionne, il faut vraiment qu'il soit déployé sur toute la chaîne. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déployé chez l'éditeur. Si 80% des investissements display sont faits en open auction, bah ça veut dire qu'il faut qu'il soit aussi déployé chez le data provider que je veux activer, ce qui est pas toujours le cas. Et ensuite, pour la mesure, il faut qu'il soit activé sur le côté annonceur. Et donc en fait, le problème, c'est que il y a vraiment un décalage entre les first party des éditeurs qui sont disponibles que en deal, etc., et qui sont pas compatibles avec ce que veulent les acheteurs. Les acheteurs, ils achètent de l'open auction, et en fait, en open auction, tu peux pas activer très facilement les identifiants alternatifs des éditeurs. Donc notre recommandation, c'est est-ce que les éditeurs n'auraient pas intérêt à séparer leurs actifs en deux en disant en fait d'un côté j'ai des inventaires, de l'autre côté j'ai des audiences. Pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas moi-même un data provider ? Pourquoi est-ce que je n'irais pas moi-même pousser mes audiences dans les places de marché des DSP ? L'avantage, c'est que du coup, vous êtes compatible avec l'open auction, moins de frais d'intermédiation parce que il n'y a pas d'intermédiaire entre, il n'y a pas de third party data provider, et du coup, vous êtes compatible avec les identifiants alternatifs puisque c'est directement vous le data provider. Et enfin, le dernier point, c'est une piste de réflexion pour les agences. Parce qu'en fait, on voit que le contexte économique est tendu. Et pourtant, l'Observatoire de l'ePub nous montre que les investissements publicitaires continuent de croître de 10% par an. Donc en fait, il y a un vrai besoin des annonceurs de faire de la pub quali. Sauf que faut la payer cette pub. Et en fait, est-ce que les annonceurs auraient pas intérêt à se dire en fait, moi-même, je suis assis sur une mine d'or qui est toutes mes audiences. Par contre, j'ai pas d'inventaire publicitaire. Pourquoi moi-même, je ne deviendrais pas une régie ? Ce qu'ont fait les retailers d'ailleurs. Donc deux possibilités. Soit j'ouvre un siège curator qui me permet d'accéder aux inventaires des éditeurs, je rajoute ma surcouche de données et je fais des deals. Très simple à mettre en place, mais grosse friction, c'est que c'est pas compatible avec l'open auction des traders. Soit je fais comme certains retailers, comme Values l'a fait il y a quelques mois, je pousse mes audiences directement dans les DSP des acheteurs pour qu'elles soient accessibles en open auction. Et donc l'avantage, c'est que tous les revenus qui seraient générés par les annonceurs sur ce mode de régie pourraient être réinvestis dans leur propre campagne. Et en fait, il y aurait une surenchère des annonceurs à le faire, parce que si tu le fais pas, t'as pas d'argent, et si t'as pas d'argent, tu peux pas l'investir en pub, et en fait, c'est un cercle vertueux, tu vois. Et donc voilà. Merci beaucoup, Max. Alors, l'objectif, évidemment, c'était donner des pistes et surtout ne pas envoyer un message que négatif. Vous voyez, il y a à la fois des choses qui fonctionnent, qui sont en progression, qui sont dynamiques, donc programmatiques, et il y a des solutions. Donc voilà. Donc peut-être que la terrible information qu'on vous a donnée en début en disant que ça pouvait baisser jusqu'à moins 50 d'ici 2030, peut-être qu'il y a des moyens d'inverser cette dynamique, et c'était le but de cette présentation. Vous allez retrouver tout ça dans le baromètre programmatique. Je vous laisse quelques secondes pour scanner le QR code. Évidemment, vous pourrez aussi aller sur le site internet ou nous envoyer un mail pour le récupérer. Voilà, encore une fois, je le rappelle, ce sera réservé uniquement aux membres, donc il faudra nous contacter pour l'avoir. Et puis maintenant, pour continuer un petit peu cette discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire, un autre sujet, un sujet dont on parle peu en ce moment, vous en doutez, un sujet autour de l'IA. Jérôme ? Merci à tous les deux, on peut à nouveau les applaudir pour cette présentation